Bien, bonsoir et bienvenue à ce dernier cours sur la crise de la biodiversité qui va être consacré cette fois-ci à ce que nous pouvons faire pour réduire, éviter la crise de la biodiversité. Le plan en bref, on va revenir très vite sur la crise et ses causes qu'on a déjà vues dans les cours précédents et quelques exemples d'actions directement. Un premier exemple sur le marais de Lavour qui va nous amener à nous poser des questions sur à quelle échelle on peut agir, qui peut agir, et on va s'attarder à un acteur très spécifique qui sont les scientifiques, et on va conclure sur une clé de l'action qui me semble maintenant essentielle. Alors, sur la crise de la biodiversité, c'est des graphiques que j'ai déjà montrés, qui indiquent simplement le constat actuel, que la plupart des espèces, que ce soit des animales ou que ce soit des plantes, sont en déclin en termes de nombre d'individus dans les populations, en nombre de populations, mais aussi en nombre d'espèces, et que ce soit sur les continents, les îles ou dans les océans. La raison pour cette érosion de la biodiversité, cette crise de la biodiversité, c'est des raisons qu'on peut, hiérarchiser en fonction de l'impact direct ou non qu'elles peuvent avoir sur les populations, sur les écosystèmes et sur les espèces. On parle en général d'effets directs, de causes directes, comme la perte d'habitat, la surexploitation, le changement climatique, la pollution, les espèces invasives, qui eux-mêmes sont présents parce qu'on a des activités humaines qui génèrent ces effets. Par exemple, la surpêche, la surchasse, l'agriculture, la production d'énergie, tout ça entraîne ces causes directes. Et on a des causes plus profondes qui est simplement, si on veut résumer, le fonctionnement des sociétés humaines globalisées à l'heure actuelle. Il faut bien insister, souvent j'entends dire que la cause c'est le capitalisme débridé. Toutes les sociétés humaines avec des civilisations basées sur les villes, ont créé leurs petits anthropocènes et ont abîmé leur environnement. Pas sur la même échelle que nous à l'heure actuelle, mais ce n'est pas seulement une caractéristique capitalistique, c'est une caractéristique humaine. Les alternatives comme le communisme version soviétique ont eu des impacts environnementaux pas moindres que ceux du capitalisme. Donc ça, il faut se méfier un petit peu, même effectivement, c'est la surconsommation qui est indiquée là est un des problèmes de la crise. Donc une série d'effets qui proviennent de la nature même de nos sociétés et qui vont jusqu'à l'impact direct sur les écosystèmes, les espèces et les populations, avec ces écosystèmes, espèces et populations qui eux-mêmes vont réimpacter d'autres espèces, d'autres écosystèmes et d'autres populations. Donc ça, on l'avait déjà vu, c'est l'ensemble de ce qui amène à la crise actuelle. Et donc si on veut agir sur cette crise actuelle, il est évident qu'il faut arriver à agir sur tous ces niveaux hiérarchiques. En général, ceux sur lesquels on agit, c'est la colonne rose, enfin rouge, un petit peu rose, c'est-à-dire les causes directes. Et on s'attarde le plus souvent, quand je donne des cours de biologie de la conservation, je m'attarde en général sur les causes directes. Celles qu'on mesure, où on voit un effet direct sur les écosystèmes. Pourquoi? Parce que je suis un biologiste, et donc moi je m'attaque à ce que je peux mesurer, c'est-à-dire aux causes directes. Les causes indirectes, les pressions, les activités humaines, tout ça c'est le domaine de mes collègues géographes, politistes, sociologues, anthropologues, et qui sont hors de mon champ de recherche habituel. D'accord? On le voit déjà pour des scientifiques comme moi, arriver à pouvoir aborder l'ensemble de ces pressions humaines sur les écosystèmes, les espèces et les populations, c'est quelque chose qui devient difficile. C'est vrai pour le scientifique, mais c'est vrai pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de responsabilité sur la biodiversité. On va le voir à travers un exemple. Donc les causes directes, sur le schéma de l'IPBES, on en a 5, mais ces 5, on peut les décliner en toute une série de causes plus précises. La perte et la dégradation des habitats, elles sont bien sûr dues à l'agriculture intensive, la déforestation,
mais dans nos régions en particulier, mais aussi dans les pays en voie de développement, une urbanisation rapide, galopante, la modification des rivières, la déforestation, le drainage des zones humides, tout ça, c'est la perte et dégradation d'habitat, sans parler de beaucoup de types de pollution qui vont aussi dégrader les habitats, même si elles réapparaissent après. La pollution, c'est un effet direct sur les êtres vivants, mais c'est aussi un effet indirect à travers l'environnement. De même pour la surexploitation, le changement climatique, toutes ces grandes causes se déclinent en toute une série de causes plus précises. On l'a vu au dernier cours, la biodiversité, des éléments de la biodiversité en tout cas, peuvent résister, trouver des solutions pour survivre à ces pressions, résister sur place. Il y en a qui le font, qui arrivent à tenir jusqu'à certains niveaux de polluants, tenir jusqu'à certains niveaux de changement d'habitat et d'anthropisation. D'autres peuvent bouger, notamment en réponse au changement climatique, en montant en altitude, en montant en latitude. Certaines sont assez plastiques et peuvent avoir des formes différentes et des moyens de résistance différents en fonction des environnements. Et enfin, il y a celles qui sont capables d'évoluer, de changer profondément dans la composition de leur génome, par mutation, par échange ou par d'autres moyens. Donc la biodiversité, elle n'est pas sans potentiel pour résister aux changements qui viennent. Simplement, les changements qui viennent, on l'a vu sur la liste des causes et des pressions. Muter, c'est pratique, mais pas quand on mute sur 100 pressions différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour tout ça? Si la biodiversité ne peut pas s'en sortir toute seule, ou si toute la biodiversité ne peut pas s'en sortir toute seule, qu'est-ce qu'on peut? La réaction, c'est relativement facile théoriquement d'agir sur ce déclin de la biodiversité. Il suffit d'agir sur chaque maillon de la chaîne de causalité. Hein? Le mieux, c'est d'agir tout en amont, mais ça suffira probablement pas. Mais on peut agir sur chaque étape de la chaîne. Par exemple, je vais vous donner un exemple où on va partir d'impacts sur des écosystèmes qui sont dus à de la dégradation d'habitat, à de la disparition d'habitat, qui sont dus à de l'agriculture. Et cette agriculture, évidemment, son moteur, c'est la consommation et l'économie. Donc on va prendre une chaîne comme ça de causalité assez facile en apparence à comprendre et sur laquelle il est assez facile d'agir. Et on va partir sur un exemple qui est le Marais de Lavour, qui est une réserve naturelle nationale à l'heure actuelle, qui se situe au nord-ouest du lac du Bourget, d'accord, et dont j'ai la chance de faire partie du conseil scientifique depuis une dizaine d'années. Alors c'est une réserve naturelle nationale pour pas mal de raisons, entre autres quelques espèces que j'ai listées ici. La gorge bleue à miroir, ce petit oiseau avec cette gorge bleue et cette petite tache blanche, un azuré, l'azuré des Mouillères, une orchidée, la Liparis de Loisel, et un amphibien, le sonneur à ventre jaune. Tout ça, ce sont des espèces qui sont protégées au niveau national, au niveau européen, et qui sont présentes dans le Marais. Et le Marais contient aussi un certain nombre d'habitats prioritaires, repérés comme tels par l'Union européenne, et protégés en tant que tels. Alors, ce Marais, il est là depuis longtemps, probablement depuis la fin de la dernière glaciation. Voilà l'aspect qu'en donne la carte de Cassini au XVIIIe siècle. Donc un très grand marais entre le Rhône et les côtières au niveau de Cézérieux qui descendent jusqu'à Belay. À droite, c'est une photo aérienne des années 50-60. Donc on voit là aussi un grand espace vide, sans forêt, sans traces d'agriculture au sens des champs. Les champs, ils sont sur les bords du Marais. Et on a ce grand espace entièrement libre dans les années 60. Donc c'est un espace qui est humide, hein. Donc on est sur un marais qui se remplit régulièrement, qui fait des crues régulières, puisqu'il dépend de la nappe d'accompagnement du Rhône qu'on voit à droite.
D'accord? Donc chaque fois que le Rhône part en crue, le Marais, lui aussi, part en crue. Ce qui permet de réguler la végétation du Marais. Alors le Marais, il a été utilisé depuis très longtemps pour pas mal de choses. Pour faire de l'élevage, un peu plus tard pour en couper les blaches, c'est-à-dire je dirais le foin, mais c'est pas le meilleur terme, blaches qui étaient utilisées pour pailler les pieds de vigne. Vigne qui était très abondante autour du Marais et qui a disparu suite à la crise du phylloxéra. Et suite à cette crise, on a arrêté d'utiliser les blaches. Le Marais a été utilisé pour l'élevage un petit peu, mais les habitants étaient arrivés à dégager l'invasion des lignes dans le Marais en utilisant le feu régulièrement. Et puis après sont arrivées les années 60 et leur histoire de remembrement et de mise en place de la politique agricole commune, je vais y arriver, et on va pousser les céréales en avant, en particulier le maïs. Et si vous regardez cette fois-ci la photo aérienne qui est en couleur, donc qui est la dernière, donc 2020-2021, vous voyez que le Marais, une partie de ce Marais a été amputée pour y planter du maïs. Une autre partie sert maintenant de bois de peuplier, donc c'est des plantations de peupliers de rapport. Ça, c'est l'état actuel. Donc dans les années 70 en particulier, le maïs devient conquérant dans la région et menace de s'implanter sur l'ensemble du Marais. Voilà simplement le registre parcellaire graphique actuel sur le type de plantation. On voit que le Marais, on le voit bien là, le maïs en vert clair, on voit encore du maïs en haut à gauche. Donc le maïs s'est installé de près dans le Marais sur son pourtour. Donc évidemment, quand vous avez du maïs, toutes les petites espèces que je vous ai montrées tout à l'heure disparaissent inexorablement. D'accord? Et même directement dès le premier labour et la première plantation de maïs. Alors, l'histoire elle est assez facile. Les 30 Glorieuses produisent une grosse demande agricole, des moyens nouveaux de drainage des marais et des moyens mis en place pour pouvoir le faire, de l'aide aux agriculteurs pour pouvoir investir. Donc, on laisse tomber l'élevage, on fait de la céréale, on remembre, on met des parcelles de très grande taille cette fois-ci, ce qui entraîne drainage des zones humides, plantation de maïs, plantation de peuplier. Ça, c'est quelque chose qui se fait au Marais de Lavour, mais qui s'est fait dans toute la France et dans toute l'Europe, simultanément, qui a provoqué la disparition de l'essentiel des zones humides européennes et des grandes zones humides européennes. Voilà. Il y a d'autres endroits, ça a été le riz, hein, c'est très connu pour les deltas de fleuves méditerranéens, mais un petit peu partout, ces zones humides ont été détruites. Donc ça crée bien sûr l'assèchement, la réduction des surfaces, le boisement, donc la disparition à terme du Marais. Et donc un certain nombre d'acteurs locaux, les associations de protection de la nature, les communes alentours et l'État ont décidé d'agir au début des années 80. Ça a été une lutte assez longue contre les communes, parfois contre certaines communes, pour pouvoir trouver un statut de protection pour ce grand marais. Certaines communes, par exemple, n'ont pas rejoint le Marais de Lavour, c'est pour ça qu'il y a des trous dans le Marais. La commune de Lavour, justement, ces terrains communaux n'ont pas rejoint la réserve nationale. Il s'appelle quand même le Marais de Lavour, puisque c'est son nom ancien, mais sans la commune de Lavour. Et donc, création de la réserve en 1984, avec le décret du Premier ministre du 22 mars. Donc la création de la réserve, ça va empêcher l'avancée du maïs, la conversion des terres va s'arrêter, et on va confier la gestion de ce marais à l'entente interdépartementale pour la démoustication, ce qui a permis de rassurer les voisins du marais en se disant qu'un marais, attention, ça fait peur, il y a des moustiques dedans, donc si c'est la démoustication qui s'en occupe, ça fait un petit peu moins peur. On avait encore toujours à l'époque cette crainte de la zone humide
qu'il fallait absolument drainer et assécher parce que ça créait des maladies, la malaria, etc., etc. Donc, en rouge, sur la carte, l'étendue de la réserve nationale du marais de Lavaur. Vous voyez que cette réserve est coupée en deux. Il y a une partie qui ne fait pas partie de la réserve, qui maintenant a un petit statut de protection, elle aussi. Et le maïs, à l'heure actuelle, depuis les années 80, n'a pas bougé. Donc on n'a pas regagné sur ce que le marais avait perdu avant les années 80. On a bloqué la situation en son état des années 80. Donc ça, c'est juste les pointillés rouges, c'est à peu près l'étendue du marais sur la carte de Cassini, et même celle qu'on pouvait voir encore dans les années 60, avant les changements. D'accord, donc on est sur un marais dont il reste un bon tiers, un petit peu plus si on compte les zones qui ne sont pas en protection de la réserve, mais qui ont un statut de protection. Une partie des sites est protégée aussi par l'action des chasseurs. Les chasseurs ont besoin d'espace pour pouvoir faire leurs pratiques. Du maïs partout, c'est pas terrible non plus pour la chasse. Donc c'est un acteur qui peut avoir un impact positif sur les milieux dans certaines conditions. Bien sûr, la chasse est interdite dans le marais lui-même, même quand on la souhaite. Donc quand on est dans le conseil scientifique du marais de Lavaur, par exemple, un des sujets récurrents, ce sont les sangliers et les dégâts causés par les sangliers à la réserve. On a une surpopulation de sangliers qui viennent se réfugier dans la réserve, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils sont chassés autour. Et que les chasseurs ont du mal à tuer quand on les invite à le faire dans la réserve. On a des tirs de régulation, c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir éviter les dégâts des sangliers, mais ça a une efficacité à peu près nulle. Avec le maïs à côté qui permet de nourrir les sangliers, on est sur un jeu d'acteurs intéressant. On a un agriculteur avec du maïs qui est impacté par les sangliers qui vont détruire son maïs, mais comme il est remboursé par les fédérations de chasse pour le maïs perdu, il s'en sort pas trop mal. Les chasseurs n'aiment pas réduire les populations de sangliers parce que ils ont peur que leurs ressources diminuent. Et le marais se retrouve au milieu de tout ça, à devoir gérer ces problèmes-là, et il y a peu de solutions. Pour l'instant, on envisage de faire appel à des chasseurs professionnels pour venir abattre les sangliers au fusil à lunettes sur des périodes de chasse dédiées. Sachant qu'en plus, nous n'avons le droit de rien faire de la viande à l'heure actuelle. Voilà. Donc ça, c'est le genre de problème auquel est confronté à une réserve naturelle de ce type. C'est pas le seul, hein. C'est un peu anecdotique et un peu drôle, mais on y passe pas mal de temps de discussion sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'autres problèmes plus graves pour un marais comme celui-ci. Je dis que là, le problème, c'était l'agriculture à l'origine. Mais en fait, maintenant, le problème agricole est presque réglé. Il n'y a plus de volonté des agriculteurs d'aller sur le marais parce que la réserve est mise en place. On n'arrivera probablement jamais à récupérer les terres en maïs, mais on ne sait jamais. On n'ira pas dans le pire en tout cas. Les agriculteurs, une autre sorte d'agriculteur maintenant redevient intéressé par le marais. Pendant 30 ans ou presque 40 ans, il a été impossible d'intéresser les agriculteurs à venir faire paître leurs animaux ou venir prendre du foin sur le marais. Alors pourquoi c'est important pour un marais comme celui-ci? Un marais, on essaie de le garder en milieu ouvert, donc sans boisement, parce que c'est son état naturel entre guillemets. Sauf que quand vous n'avez plus de grands herbivores sauvages, il n'y en a plus, la seule activité qui vous permet d'avoir un marais ouvert, c'est d'avoir des bêtes, des vaches, des moutons qui vont pâturer sur le marais. Ou alors de faucher, d'exporter pour des éleveurs. Et on recommence à avoir des éleveurs intéressés avec les sécheresses récurrentes ces dernières années, le manque de foin pour les éleveurs. Le marais redevient une ressource pour les éleveurs, ce qui permet aussi au marais de pouvoir gérer ses propres problèmes qu'il était obligé de faire à perte jusqu'à présent. Maintenant, il le fait sans perte, mais sans gain non plus, mais c'est l'essentiel. Donc, premier problème, donc ça c'est un problème qui est un petit peu résolu. Que faire pour agir? Ce qui a disparu, ce sont les inondations du Rhône, puisque plusieurs barrages ont régulé le cours du Rhône. Régulation du cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a plus de crues.
en tout cas des crues de bien moindre ampleur que les crues précédentes. L'eau ne monte plus assez, elle n'empêche plus la végétalisation par les arbres, et donc la lutte constante, c'est comment se débarrasser des ligneux. Donc il y a l'élevage, il y a la fauche, etc. Ouais. Ensuite, on commence à avoir des problèmes d'espèces invasives qui arrivent dans le marais. Un certain nombre, hein, quand on s'y promène, on les détecte assez vite, en particulier la renouée du Japon, le solidage du Canada, la balsamine de l'Himalaya, l'érable negundo. Tout ça sont des choses qui s'installent petit à petit dans le marais, sur les franges pour l'instant, mais contre lesquelles il faut lutter. En animaux, on a du ragondin évidemment, qui pose pas de grands problèmes dans une zone humide comme ça, sauf qu'on a découvert qu'il dévorait avec beaucoup d'appétit les nénuphars. Les nénuphars qui sont des habitats pour pas mal d'autres bestioles. Donc l'agriculture est plus le problème ici, mais on a d'autres problèmes, donc je résume ici. Donc ça c'était, donc on a réussi à enlever le problème de l'agriculture, de l'impact de l'agriculture sur les habitats puisqu'on a bloqué le marais en l'état. Simplement maintenant, eh bien on a rajouté d'autres soucis, les barrages pour la fabrication d'énergie, hein, et pour la régulation des crues. On commence à avoir un problème de réchauffement climatique avec les assèchements estivaux qui sont de plus en plus forts et les espèces invasives. Donc on a troqué notre problème agricole pour d'autres problèmes. Et ces autres problèmes, autant le problème agricole il suffit d'arrêter l'agriculture sur place, hein, autant arrêter le changement climatique, enlever les barrages sur le Rhône, enlever les espèces invasives. Tout ça, on est bien démunis quand on travaille à l'échelle du marais. Et on se rend compte qu'évidemment, les problèmes dont souffre le marais à l'heure actuelle, ce sont des problèmes qui se déroulent à d'autres échelles que l'échelle même du marais. Il y a des problèmes globaux, typiquement le changement climatique et ce qui lui est associé, c'est-à-dire la production d'énergie, et la crise de la production d'énergie dans laquelle on se trouve actuellement, pour laquelle on a besoin d'énergie renouvelable. Et c'est bien ce qui est fabriqué en amont du marais. Hein. On a une échelle nationale pour les espèces invasives, pour la création d'infrastructures comme le barrage, comme la régulation des crues, etc. Pour l'énergie là aussi. Et en local, on a ce problème agricole et d'espèces invasives. Et pour pouvoir jouer sur ces différents niveaux, le marais de Lavaur, il va avoir du mal à lutter contre le changement climatique. D'accord ? Et même contre les productions d'infrastructures énergétiques ou contre l'arrivée de nouvelles espèces invasives. Ça dépasse la capacité d'action des acteurs locaux. Le marais, il va pouvoir lutter contre les choses sur lesquelles il a prise. Limiter la progression des espèces invasives, oui, ça c'est possible. Remplacer les herbivores, remplacer les crues par de la fauche, ça on peut faire, on peut compenser. Mais tout ce qui est au-dessus du niveau local, on sort des possibilités d'action du marais et de la réserve. Mais il y a d'autres acteurs évidemment pour chaque niveau. Là j'en ai juste empilé quelques-uns sur cette diapo. Au niveau global, on a toutes les émanations des Nations Unies, sur la Convention sur la diversité biologique, la CITES, donc qui est la Convention internationale pour le commerce des êtres vivants, l'IPBES, qui est plutôt un panel similaire au panel sur le climat, l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui là aussi produit les fameuses listes rouges IUCN chaque année, et des associations globales comme le WWF, qui luttent depuis très longtemps pour protéger les espèces de toutes sortes, et il y en a d'autres évidemment que je n'ai pas listés. Tous ces acteurs globaux sont indispensables, hein. C'est eux qui permettent d'attirer l'attention des États, ce qui est important, des ensembles d'États, c'est eux qui peuvent essayer de faire des choses pour réguler une partie des activités humaines, celles qui sont en vert tout à gauche de mon schéma habituel. Tout ça, c'est des acteurs absolument nécessaires et incontournables.
Mais ils marchent au niveau global, ils peuvent émettre des règlements, des lois, des volontés, des engagements volontaires, non obligatoires des États. Tous ces acteurs-là, ils servent à ça, et ils ont leur efficacité. Et bien sûr, sur le climat, vous avez bien sûr des acteurs dédiés à la mitigation climatique avec le succès actuel qu'on connaît. Au niveau national, là aussi, il y a toute une série d'acteurs. Alors, le national, il n'est jamais totalement disjoint de l'européen. Donc là, au milieu, vous avez l'initiative Natura 2000. Alors, quand cette initiative est née dans les années 90, ça faisait très à venir, hein. Maintenant, Natura 2000, voilà, ça fait un petit peu vieux. Et Natura 2000 avait pour objectif de délimiter un certain nombre de zones en Europe pour lesquelles on devait conserver un bon état écologique. Et les responsables de cette conservation devenaient non seulement les États, mais en France les communes, les agglomérations, les départements, qui étaient responsables de ces zones Natura 2000, qui occupent pas mal de surface. En France, c'est pas terrible, mais dans certains pays, c'est des grandes surfaces. En France, on a limité au maximum les zones Natura 2000, parce que là, quand il faut conserver le bon état écologique, et qu'il y a une évaluation à la sortie, ça commence à devenir compliqué, surtout quand on les met entre les mains d'élus locaux qui n'ont absolument pas les armes, ni conceptuelles, ni pratiques, ni les moyens de pouvoir gérer des espaces naturels, parfois sensibles, parfois de grande taille, qui n'ont aucun rapport avec les moyens dont ils disposent. Donc Natura 2000, c'est pas mal, mais encore une fois, les moyens n'y sont pas, l'évaluation derrière n'y est pas et la formation n'y est pas non plus. Donc l'Europe et la France se dotent aujourd'hui d'une stratégie nationale de la biodiversité. Donc là, on est sur la version 2030, il y avait une version antérieure dont la conclusion était un échec absolu, mais ça n'empêche pas de réessayer et de se dire qu'on va faire mieux la fois suivante. Mais tout ça, c'est des acteurs importants, c'est indispensable de le faire. On ne peut pas ne pas le faire. Est-ce que ça suffit ? Pas forcément. D'autres acteurs, l'inventaire national du patrimoine naturel, avec ce terme très important de patrimoine, qui résonne chez certains. En plus, on met patrimoine et national en même temps dans la même phrase, donc ça peut plaire même à certaines personnes qui ne sont pas forcément des écolos. Et depuis quelques années, on a créé l'Office français de la biodiversité, après plusieurs incarnations, et qui a l'air d'être un truc tout neuf, mais qui est évidemment un rhabillage de diverses choses qui existaient déjà, dont la mission a été un petit peu reprécisée. Il s'appelle Office, puisqu'il reprend l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. On y trouve aussi les anciennes autorités sur la pêche et différentes autres choses qui s'occupent de biodiversité en France, et notamment de la police de l'environnement. Donc il y a un rôle très important de cette OFB à l'heure actuelle. Et au niveau local, et entre le local et national, on a quelques grandes associations qui vont avoir un rôle là aussi majeur. France Nature Environnement, qui a un rôle de veille sur la dégradation des habitats, et la dégradation et la destruction des habitats. La LPO, qui est plutôt concentrée sur les oiseaux, mais dont le champ d'action est de plus en plus large. Les conservatoires d'espaces naturels, qui ont été régionalisés à la suite de la réforme des grandes régions et qui maintenant sont des organismes agrémentés par l'État. Là j'ai mis Rhône-Alpes, mais j'aurais pu en mettre un autre. Et toute une constellation d'associations de taille variée, comme là je vous ai mis Arthropologia parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux, et qui eux sont plutôt sur le créneau de comment arriver à faire une agriculture, une urbanisation qui soit conciliable avec les insectes et en particulier les pollinisateurs. Donc des tas d'associations avec chacun leur champ d'action, national, local, sur l'ensemble de la biodiversité, sur des éléments de la biodiversité, et qui sont le squelette de l'action, en France en tout cas. Les conservatoires à la base, ce sont des structures associatives qui ensuite ont été reprises par l'État pour en faire quelque chose. Les structures comme la LPO ont été reprises par les régions pour organiser leur pôle, faune, flore, etc. Donc en France, on a un système qui est étrangement un système remontant de la base jusqu'à l'État. L'État, semble-t-il, n'arrive pas à organiser sa propre stratégie et ses propres structures pour favoriser la biodiversité. C'est peut-être un problème aussi.
Alors est-ce que c'est parce que l'État préfère utiliser les choses qui sont en place et pas réinventer la roue, ou est-ce que c'est simplement que l'État n'a pas les moyens de réfléchir à cette situation-là, ne veut pas réglementer et ne veut pas agir? C'est une possibilité aussi. Donc en tout cas, tous ces acteurs sont divers, sont variés. Ils vont du citoyen qui est membre d'une association ou qui va participer à une action associative, ou une action un peu plus forte qu'une action associative. On pense évidemment à Notre-Dame-des-Landes ou au Chambaran plus près de nous. Tout ça, cette action de base, elle est réelle, elle existe, et elle motive le reste des actions qui ont lieu plus haut, aux autres échelles. Ces actions, elles ne naissent pas de rien. Les scientifiques alertent sur la disparition et sur l'extinction des espèces vivantes depuis très longtemps, depuis le 19e siècle. Vous lisez un géographe qui s'appelle Élisée Reclus, qui vous fait la liste des espèces qui ont disparu, des espèces qui sont en voie de disparition. Pas grand-chose à rajouter, sauf celles qui ont disparu depuis. Donc le constat, on l'a depuis longtemps. Les scientifiques sont là pour alerter. Pour faire quoi en fait? Le rôle des scientifiques, c'est évidemment de connaître, de savoir ce qui se passe, d'inventorier, de mesurer, d'expérimenter, de comprendre, d'avoir une approche théorique aussi, et de pouvoir anticiper. Ça, c'est l'objectif principal de la science, mais c'est pas le seul évidemment. C'est bien sûr de publier ce qu'on trouve. Pour les scientifiques, c'est d'enseigner ce qu'on sait à nos étudiants, que ce soit des étudiants qui vont devenir eux-mêmes des scientifiques, des étudiants qui vont partir vers l'action, ou des étudiants qui vont enseigner à des élèves en lycée, en collège, etc. Mais cet enseignement, c'est une part, j'allais dire non négligeable, mais c'est une part nécessaire et indispensable du métier de scientifique. Sans ça, le reste perd un peu de sens. J'ai mis vulgariser, à l'ancienne, j'aurais pu mettre populariser. En tout cas, faire passer le message au-delà du cercle des scientifiques, au-delà du cercle de nos étudiants. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, et c'est ce sur quoi a porté une grande partie de l'action de l'école urbaine, et c'est absolument indispensable comme rôle du scientifique. Le scientifique, il est aussi là pour conseiller. Conseiller qui? Conseiller les associations, conseiller les politiques, conseiller les gestionnaires d'espaces naturels. Si je fais partie du conseil scientifique du Marais de Lavour, c'est pas juste parce que je raconte des jolies histoires et que je fais des cours, c'est parce qu'on a des compétences. D'accord? Et dans un conseil scientifique, vous avez des scientifiques universitaires, vous avez aussi un autre type de scientifiques, des gens qui ont fait des études scientifiques mais qui à l'heure actuelle sont des naturalistes, qui travaillent pour des organismes d'État mais qui ont ces compétences. Donc le scientifique, c'est pas seulement l'universitaire. Le scientifique, il est aussi là pour développer des méthodes d'action, des méthodes de mesure, donner des outils à la fois à ceux qui gèrent la biodiversité et à ceux qui prennent des décisions. Et il est aussi là pour évaluer les actions qui ont été entreprises à long et à court terme. Donc tout ça, c'est le rôle des scientifiques. On va essayer de décliner ça sur une action que je connais bien. Alors, il faut bien sûr préciser que les scientifiques ne peuvent pas agir seuls. Dans leur coin, l'image qu'on a dans les films, c'est en général le scientifique dans son laboratoire qui est tout seul, qui parle à personne, à la limite il a un étudiant ou deux. Cette vision-là, c'est une vision très ancienne pour la France et encore valide souvent pour les États-Unis. Mais le scientifique à l'heure actuelle, surtout quand il travaille sur des problématiques comme la biodiversité, bien sûr il y a des écologues comme moi. Est-ce qu'on est au centre de cette histoire à l'heure actuelle? J'en suis même plus certain. Il y a toutes les autres sciences de l'environnement, l'écotoxicologie, j'ai mis la géographie derrière, qui peut aussi être considérée comme science de l'environnement, mais pas que, de loin pas. La sociologie, les sciences politiques, l'histoire, l'archéologie, tout ça doit être mis en œuvre pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive et pour pouvoir agir. Et la science, elle ne peut pas agir juste entre les scientifiques qui discutent entre eux, mais bien sûr, elle doit agir en collaboration avec tous les autres acteurs, que ce soit des acteurs globaux, nationaux ou locaux, avec le public directement, avec les territoires, les associations, les entreprises, etc. Et c'est pour ça que
les scientifiques ont monté différents outils, comme le LabEximu à droite, là, qui est un peu resserré sur la ville, mais la ville, comme l'école urbaine le souligne très fréquemment, la ville, elle ne s'arrête pas aux frontières de la métropole. La ville, elle touche l'ensemble des activités humaines. Donc quand on s'intéresse aux mondes urbains, on va bien plus loin que les limites de la ville dense, et on s'intéresse bien entendu, on va le voir tout de suite, à la biodiversité qui est en ville, et à tout ce qui décide de la biodiversité en ville. Et le cœur d'un organisme comme le LabEximu, c'est bien sûr la pluridisciplinarité entre toutes les sciences que j'ai listées là, et d'autres que j'ai oubliées, involontairement. L'école urbaine de Lyon, c'est aussi un type d'organisme qui est absolument indispensable et nécessaire, parce que là aussi, il va permettre d'aller d'une certaine manière plus loin que le LabEximu, qui se concentre sur la recherche. L'école urbaine a l'avantage justement de lier les scientifiques vers le public, cette partie vulgarisation, popularisation, discours sur la science, dont on a absolument besoin, et qui est encore portée par l'école urbaine de Lyon, malgré les soucis actuels, sur lesquels je dirai un mot en fin de présentation, et encore d'autres organismes comme H2O Lyon, le dernier né des trois, et qui va lui se concentrer sur les problèmes liés à l'eau, mais les problèmes liés à l'eau, on retrouve exactement les mêmes problèmes que ceux liés à la ville et à la biodiversité, et les trois sont intimement liés, et les trois ont besoin de cette collaboration entre scientifiques de différentes disciplines et de tous les acteurs locaux, nationaux et globaux. Alors un exemple de projet, cet exemple, c'est un projet dans lequel je suis personnellement investi, qui est un projet qui existe grâce à l'école urbaine et au LabEximu, et bien sûr à ses participants, nos partenaires territoriaux, le Grand Lyon, la ville de Lyon, des bailleurs sociaux comme Grand Lyon Habitat, des partenaires associatifs, donc Arthropologia principalement, des citoyens qui participent à ce projet aussi, et sans lesquels le projet serait impensable et impossible. Au cœur du projet, c'est la thèse de Thomas Boutreux, que j'ai la chance de superviser avec mon collègue Marc Bourgeois du laboratoire EVS, et extrêmement important dans ce petit groupe de chercheurs, Marie-Lise Cotet, qui s'intéresse à la perception de cette biodiversité dans notre histoire de collectif. Donc l'ensemble de ces acteurs, pluridisciplinaires et pluriacteurs, s'est investi dans ce projet collectif dont je vais dire quelques mots maintenant pour vous illustrer ce que peut être la science sur la biodiversité dans un contexte de crise de la biodiversité. Alors, à la base de ce projet, on a plusieurs types d'impacts, enfin de causes de déclin de la biodiversité qu'on peut lister. Je les ai remis à droite: la perte et dégradation d'habitat, la pollution, la démographie et la surconsommation, en particulier la surconsommation d'espace. Depuis 40 ans, les villes se développent en Europe, les pays en voie de développement ont pris le relais et ont commencé à manger sur les zones agricoles et les zones naturelles qui les entourent. On parle de périurbanisation, on parle de mitage, en gros, tous les espaces qu'on mange, qui sont des espaces de biodiversité, des espaces agricoles, et qui deviennent de la ville. Et au niveau européen et dans beaucoup de pays, on cherche maintenant à limiter cette artificialisation des espaces naturels et agricoles périphériques des villes. Vous avez entendu parler de zéro artificialisation nette pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, puisqu'on veut arrêter de convertir des terres en autre chose que ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Mais quand on fait ça et que la population continue à croître, qu'est-ce qui se passe? La densité augmente. Si vous augmentez plus les surfaces et que vous augmentez la population, il va falloir densifier les villes. Et donc on a l'idée de ville compacte. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire une ville compacte, mais habitable? Donc une ville où il reste encore de la végétation, notamment quand on est dans des circonstances comme un réchauffement climatique, qui vont imposer aux villes de s'y adapter à des températures plus élevées. Qu'est-ce qui réduit les températures en ville? Pas grand-chose, à part de la végétation, évidemment, et de l'eau un petit peu. Donc,
au cœur du projet collectif, c'est cette question de comment est-ce qu'on fait une ville compacte, mais pas complètement artificialisée. Et est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'il y a une biodiversité possible dans une ville compacte? Ou est-ce que si on fait une ville compacte, on oublie la biodiversité au cœur des villes? Donc c'est vraiment ça l'enjeu de ce projet. Voilà, donc est-ce qu'il y a un dilemme entre morphologie dense et morphologie verte? On parle de morphologie urbaine. Donc là, j'emprunte pas mal à Thomas Boutreux, dans les diapositives que vous allez voir. En gros, est-ce qu'on est obligé de décider entre faire des villes serrées et des villes vivables? Eh bien, c'est pas simple. De toute façon, si on veut le faire, on est obligé de passer par de l'habitat collectif. L'habitat individuel ne permet pas de limiter l'étalement urbain. À l'heure actuelle, on est sur, on va revoir les chiffres, mais sur moins de 10% de la surface du Grand Lyon qui est occupée par de l'habitat collectif pour 80% des ménages. D'accord? Donc, l'habitat individuel occupe l'essentiel de l'espace pour un nombre faible de ménages. Donc on a aussi des questions d'équité, évidemment, mais pas que. Mais aussi une question de survie de la biodiversité des gens en ville. Donc, évidemment, la biodiversité est renforcée par la végétalisation et d'autres services écosystémiques, ainsi que les interactions entre l'homme et son environnement. Okay. Ça, c'est des petits chiffres sur ce qu'on trouve dans le Grand Lyon. Évidemment, on a là, j'ai que le domaine. Non, j'ai le privé et le public. Qu'est-ce qui est le plus important en termes de surface? Eh ben, c'est l'habitat individuel, puis l'habitat collectif, et ensuite zones hébergées, espaces commerciaux, évidemment. Donc, on a beaucoup de privé individuel et un petit peu de privé collectif. Je vais passer là-dessus. Alors, sur le privé, donc l'individuel privé avec ces petits jardins, on a beaucoup de connaissances qui nous viennent d'études faites en France et de très grosses études qui ont été faites en Angleterre. Pourquoi en Angleterre? En Angleterre, si chez nous la proportion des habitants en habitat individuel c'est 20%, dans les villes anglaises c'est en général 80 voire 90%. Donc l'essentiel de la population vit dans une maison avec un jardin. Et donc c'est pas forcément surprenant que les Anglais et les Américains, dans une moindre mesure, aient beaucoup étudié ces problèmes-là. Et la conclusion de toutes ces études, c'est de dire que dans les jardins des particuliers, on a une biodiversité importante, très importante, bien plus importante que dans les milieux agricoles et ruraux qui entourent les banlieues à l'anglaise ou à l'américaine. Et donc, il y a un enjeu de conservation extrêmement important, avec des tendances qui ne sont pas positives, puisque là aussi, quand on fait de l'individuel, mais qu'on veut réduire le mitage, en conservant de l'individuel, on peut le faire. On se rend compte qu'à l'heure actuelle, en Angleterre, ils sont en train de construire un modèle de maison individuelle sans végétalisation, avec des jardins de tellement petite taille qu'ils en sont réduits à quasiment rien. Donc le gain par rapport à de l'appartement hyper serré, à de la ville serrée, est nul. Donc on étale quand même parce que c'est pas très dense, mais en plus on ne peut plus y mettre de végétation. Donc c'est ce qu'on risque quand on fait de l'habitat individuel et qu'on veut le densifier. Donc on est obligé de passer à autre chose, et les solutions en Europe continentale, c'est évidemment de faire du collectif et pas de l'individuel. Donc le collectif, alors il y a le commercial aussi, mais je ne vais pas aborder le commercial. On ne l'a pas abordé dans le collectif, c'était une idée au départ, mais qu'on a laissé tomber, on ne peut pas tout faire. Et le collectif concerne vraiment bien plus d'habitants que le commercial, même si en termes de surface, c'est discutable. Donc, l'habitat collectif va avoir un impact, selon la façon dont il est fait, sur la biodiversité qu'on trouve en ville. Et l'idée du projet, c'est d'essayer, à partir de l'actuel, de ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des formes d'habitat collectif qui soient favorables à la biodiversité? Et si oui, si ces formes, elles existent, si on les a déjà construites quelque part, est-ce qu'on peut les répliquer? Est-ce qu'on peut copier ce qui fonctionne
sur l'actuel ou sur le futur. Donc c'est un enjeu important pour l'instant. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans ces espaces verts de collectifs. Donc cette diapo-là, elle a pour objectif d'illustrer la biodiversité urbaine. Donc les graphiques qui sont à gauche, c'est les mesures qui ont été faites sur différents types d'insectes et d'araignées, où on a mesuré le nombre d'espèces présentes en fonction de l'occupation du sol. Donc l'urbanisation qui est en abscisse, c'est simplement la proportion de sols artificialisés par opposition à des sols végétalisés. Donc là par exemple, si on prend l'exemple des araignées tout en haut, à 80% d'urbanisation, donc quand vous êtes en vraie ville, vous avez peu d'espèces. Et regardez ce qui se passe quand on est à 20% d'urbanisation. On est à peu près au même niveau. Qu'est-ce qui se passe là? Évidemment, ici c'est un exemple qui a été pris. On prend une ville, on part du centre-ville, on passe par la couronne urbaine, le périurbain, et après on arrive dans quoi? Dans l'agricole? Si vous faites ça autour de Paris, si vous choisissez bien votre transect et vous passez par la Beauce ou la Brie, eh bien vous allez assister à ça, un écrasement de la biodiversité dû à l'intensification agricole. Et donc la zone périurbaine, celle entre 40 à 60% d'urbanisation, elle devient une zone favorable pour un très grand nombre d'espèces. Pas pour tout, hein. Vous voyez les carabes, donc ces coléoptères qui sont là en bas à droite, pour eux, la situation urbaine est complètement défavorable. Ces carabes sont des animaux qui se déplacent au sol et qui sont très rapidement bloqués par les routes. D'accord ? Donc le périurbain, il ne fonctionne pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie de la biodiversité, ce sont des zones favorables. Alors, le graphique en bas à droite, c'est une étude qui est sortie en 2019 et qui est intéressante parce que là encore, ce sont les Anglais qui ont bien travaillé, qui ont fait 4 villes dans les îles britanniques et qui ont regardé la diversité en pollinisateurs, notamment en abeilles, selon le type d'espace urbain. Donc, allotment, c'est les jardins partagés. Ensuite, vous avez les jardins, les cimetières, les réserves, les parcs, etc., etc. Vous voyez que les jardins des particuliers explosent en termes de nombre d'espèces d'abeilles présentes. C'est vraiment d'excellents endroits pour les abeilles. Mais vous voyez aussi que dans cette étude, il n'est pas fait mention d'espaces verts, végétalisés, associés à des collectifs. On est encore chez les Anglais, donc des collectifs, il n'y en a juste pas, ou pas beaucoup. Donc ils n'en ont absolument pas tenu compte. Et donc ce constat nous fait penser qu'on a besoin de faire des études sur ce sujet-là, d'urgence, pour savoir où on va sur cette biodiversité, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette biodiversité, qui est peut-être présente, mais qu'on ne sait pas. En fait, un espace vert de collectif, c'est très différent d'un espace vert individuel, et c'est très différent d'un parc. C'est très différent d'un parc parce que c'est plus petit qu'un parc, qu'on n'a pas autant de place pour mettre une variété d'espaces. Dans un parc, si vous prenez un parc à l'anglaise, vous allez avoir des grandes pelouses, puis après vous aurez des zones plus sauvages le long d'un petit cours d'eau, puis après vous avez une zone presque en forêt, vous avez des arbres de plein d'espèces différentes. Dans un collectif, vous aurez des arbres, combien? 1, 2, 3, une dizaine, une vingtaine, guère plus, et souvent du gazon, peut-être des zones un petit peu sous les arbres, des choses comme ça. Et dans un jardin particulier, qu'est-ce que vous aurez? Ben, peut-être, si vous avez un grand jardin, un arbre, souvent plus d'arbres, une haie, un gazon, quelque chose qui ressemble à ça. Donc on a des espaces différents, et donc c'est très difficile de savoir, d'anticiper quelle va être la biodiversité dans ces espaces partagés de collectifs. Et donc l'idée de ce projet collectif, c'est de mesurer la biodiversité dans des collectifs et des témoins qui vont être des parcs urbains. Et qu'est-ce qu'on va mesurer? On va faire un truc que personne ne fait jamais, parce que quelque part c'est un petit peu bourrin, pour dire les choses comme ça. On va simplement essayer de mesurer la biodiversité à toutes ces échelles. À l'échelle du sol, qu'est-ce qui se passe dans les sols urbains de nos collectifs? Qu'est-ce qui se passe pour la petite faune du sol, comme ces collemboles, comme les vers, comme des nématodes, comme les bactéries, les champignons, etc. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'on a une richesse particulière dans nos sols de collectifs, si on les compare à des parcs?
si on les compare entre eux, qu'est-ce qui favorise la diversité de bactéries, de champignons, de nématodes, de colemboles au niveau du sol? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la parcelle pour les bestioles qui ne sont pas dans le sol, mais qui sont sur le sol et qui se déplacent? Les coléoptères, les araignées, les fourmis, tout ça on va voir en même temps. On va aussi regarder ce qui se passe au niveau des plantes, pas seulement les plantes, essentiellement les plantes à fleurs. Et on va ensuite changer d'échelle, parce que très souvent, des animaux comme les oiseaux, les pollinisateurs, les abeilles par exemple, ou les chauves-souris qu'on va aussi regarder, tout ça ne dépend pas que de votre petite parcelle individuelle. Tous ces bestioles-là, ils dépendent aussi de ce qui se passe au niveau de votre quartier et de la ville qui l'entoure. Et l'idée, c'est de savoir quelles sont les interactions entre ce qui se passe au niveau d'une parcelle et ce qui se passe au niveau plus global. Et pour tout ça, on va devoir utiliser différentes méthodes pour pouvoir savoir ce qu'on a mesuré la biodiversité dans tous ces espaces. Et c'est toujours en cours. Pour l'instant, on en est, je dirais pas au début, mais on a bien avancé. Alors, où est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé sur l'ensemble de la métropole et vous voyez tous les espèces de petits points sur le diaporama qui sont nos sites. 48 sites, dont 28 copropriétés, 12 logements sociaux et 8 parcs publics. Alors pourquoi faire des logements sociaux et des copropriétés? Encore une fois, les copropriétés ont des espaces verts de petite taille à taille gigantesque, pour certains, c'est le plus rare, et les logements sociaux ont très souvent, surtout celles qui datent des années 60, de très gros potentiel en termes de végétalisation. Et ils ne sont pas gérés du tout de la même manière que les espaces qui sont en copropriété. Et les parcs publics nous fournissent une sorte de standard qu'il faudrait chercher à atteindre, puisqu'ils ont été gérés pour favoriser la biodiversité. Voilà, juste un exemple de résultat sur l'inventaire des plantes qu'on a fait l'année dernière, site par site, et qui ont été rendus aux habitants. Et si je reviens au rôle des scientifiques, comme on peut le voir à travers Collectif, donc on est forcé de regarder ça de haut pour comprendre la proportion du territoire qui est occupé par nos différents sites, savoir si nos sites sont dans un contexte très urbanisé, peu urbanisé, ce qu'il y a à côté. Est-ce que les sites peuvent être reliés à des sites naturels? Est-ce qu'on a de la connectivité au sein de la matrice urbaine? Pour tout ça, on a besoin de géographes, on a besoin d'écologues, on a besoin de nos partenaires associatifs. Et donc, dans la partie connaître, les scientifiques ne peuvent pas travailler tout seuls. Par exemple, pour faire un inventaire de pollinisateurs sur 48 sites en même temps, les pollinisateurs, pour les inventorier, on va placer des pièges à pollinisateurs, c'est simplement des assiettes remplies d'eau, dans tous nos sites. Et il faut qu'on fasse tout ça la même journée. Il faut qu'on fasse 48 sites le même jour, en même temps, sur un espace de décalage maximum de 2 heures entre chacun des sites. Et c'est 24 heures de piégeage. 48 sites en même temps sur toute la métropole, ça veut dire que sans les habitants, sans leur présence, c'est eux qui ont monté les pièges, c'est eux qui ont fait le travail, pour les copropriétés en tout cas, c'est impossible. Sans l'accès qu'on nous donne aux parcelles, c'est impossible. Sans les histoires qu'ils ont à raconter sur leurs propres parcelles et la façon dont elles sont gérées, dont elles sont travaillées, c'est impossible. C'est forcément un projet qui se fait avec les habitants. Donc le faire connaître ici, il se fait en même temps qu'on travaille avec les habitants. Eux vont apprendre des choses parce qu'on va faire des animations. Là, vous voyez quelques animations qui ont été faites au moment des terrains avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Leur expliquer, leur faire comprendre et connaître la nature qui est autour d'eux. L'objectif, c'est ensuite de conseiller les habitants avec l'aide de la métropole, avec l'aide de nos partenaires associatifs sur comment améliorer leurs pratiques sur leurs espaces verts. Parfois, ils savent très bien le faire sans nous, mais dans de nombreux cas, la question avait rarement été posée de cette manière-là. Notre objectif, c'est aussi de développer des méthodes d'action. Comment est-ce qu'on fait un espace vert correctement? Il y a plein de paysagistes qui ont plein de théories sur ces espaces verts. Pour l'instant, je n'ai jamais vu de preuves scientifiques de quoi que ce soit sur cette théorie-là. On part toujours du principe que si on fait une palette de végétales suffisamment importante et suffisamment diversifiée, tout va venir tout seul. On n'en sait rien. Donc c'est aussi ce que va essayer de débrouiller Collectif. Et pour terminer, sur une note à la fois interrogative et peut-être positive, j'ai du mal à savoir si cette note est vraiment positive. En gros, on constate à l'heure actuelle que les habitants de notre pays, de notre planète,
sont de moins en moins confrontés à la nature et la connaissent de moins en moins bien. C'est pas qu'ils la connaissaient bien avant, mais ils savaient, beaucoup de personnes savaient de quoi il fallait vraiment avoir peur, de quoi il fallait se méfier, de la part de la biodiversité qui ne posait pas de problème. Le regard qu'on a à l'heure actuelle sur la nature, c'est un regard souvent d'indifférence à la biodiversité. Toute la biodiversité qu'on ne connaît pas, et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas de la biodiversité. La petite bête en bas à gauche, alors par réflexe vous allez me dire que c'est une fourmi, vous aurez raison. Donc une petite fourmi jaune que vous n'avez probablement jamais vue. Cette fourmi elle fait 1 mm, 1 mm 2. Elle vit toute sa vie dans le sol. Elle s'appelle Solenopsis fugax. C'est notre plus petite fourmi en France. Et c'est une fourmi dont le mode de vie, c'est d'aller voler les œufs, les larves, aux autres fourmis voisines. Là, vous en voyez une qui se trimballe avec une bestiole bien plus grande qu'elle, qui est effectivement une nymphe d'une autre espèce, qu'elle est allée récupérer dans le nid de cette autre espèce. Alors pourquoi elle peut le faire? Ces galeries sont tellement petites que les autres ne peuvent pas la suivre. Et ensuite, elle a des produits de défense qui désorganisent complètement les colonies qu'elle investit. Donc voilà un type d'espèce qui est à peu près partout, en ville comme à la campagne, mais que personne ne connaît, qui sont sous nos pieds la plupart du temps, qu'on ne voit pas agir, et c'est juste un exemple parmi des milliers d'autres qui sont présentes et pour lesquelles on ne peut pas avoir d'empathie puisqu'on ne les connaît pas, puisqu'on ne sait même pas qu'elles existent. C'est vrai pour des fourmis, mais il y a sur la liste d'oiseaux français, 95% des oiseaux, vous seriez incapable d'en donner l'espèce, sauf si vous êtes ornithologue. Mais moi, si on me demande de citer des espèces d'oiseaux françaises, je vais arriver à en citer un certain nombre, mais pas tous, de loin pas, très loin. Donc ça, c'est déjà les animaux qu'on ne connaît pas. Donc si on ne les connaît pas, comment avoir la moindre considération pour eux? Ensuite, il y a les animaux dont on a peur. Et il y a beaucoup d'animaux dont on a peur. Et je rencontre de plus en plus de gens qui ont une phobie réelle des insectes. Tout insecte est un animal qu'il faut éliminer, même quand on ne le connaît pas. Bien sûr, il y a les araignées comme cette magnifique lycose, là, Ogna radiata, c'est une de nos grosses araignées françaises. Hein. Les pattes étalées, elle fait pas la taille de ma main, mais presque. On peut la trouver à Lyon, même si les plus grandes, on les trouve plutôt dans le sud de la France. C'est une grosse bête avec des grandes pattes. Hein. C'est essentiellement des pattes hein, comme bestiole. C'est une araignée chasseresse qui va chasser ses proies en leur courant après, en les entourant et en les mordant. Elle ne rentre pas dans les maisons, elle n'attaque pas les êtres humains, rien à faire. Ce qu'elle a sur le dos, c'est ses petits. C'est une maman araignée. Et les tout petits points qu'on voit, c'est qu'elle transporte ses petits pendant leur premier stade pour pouvoir les protéger et les nourrir ensuite. Hein? Avant qu'ils soient sur son dos, ils sont dans un cocon, les petits à l'étage, et on voit les femelles de lycose. Il y a plein d'autres espèces que celle-ci, plus petites, avec une espèce de boule blanche accrochée à l'arrière de l'animal. C'est le cocon dans lequel sont les œufs et les premières larves, et quand les larves sortent, elles se mettent sur le dos de leur maman, et elles se promènent avec leur maman, et quand leur maman attrape une proie, ben, elle les laisse aller se nourrir sur la proie. Voilà. Donc ça, c'est des animaux qui font peur, pour pas grand chose en fait. Alors que c'est des auxiliaires importants si vous avez un jardin par exemple. La bestiole qui est tout en haut, la grosse bête noire là, c'est notre plus grosse abeille française, qui est l'abeille charpentière. Là aussi qui fait très très peur aux gens, c'est quoi? Une grosse bête noire qui vrombit, qui fait un gros bruit. Qu'est-ce que c'est encore que cette bestiole là? Ça doit être un truc invasif, ça doit être méchant. Non, c'est une abeille qui vit sa vie, qui va visiter des fleurs. Charpentière, pourquoi? Parce qu'elle vit effectivement dans le bois mort. Elle va creuser, souvent dans des galeries qui sont déjà présentes, elle va les élargir pour pouvoir y vivre. Et comme c'est notre plus grosse abeille, elle va pouvoir polliniser des plantes particulières qu'elle est la seule à pouvoir polliniser. Donc quand on commence à avoir peur de la biodiversité, qu'on l'ignore, qu'on n'a plus d'expérience de cette biodiversité, eh ben on ne peut plus avoir de lien avec celle-ci, de lien réel. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas. Comment pouvoir développer une conscience de la biodiversité si on ne la connaît pas? Et donc le rôle des scientifiques, mais aussi de tous les acteurs, de toute la chaîne d'action sur la biodiversité, une des premières choses à faire, c'est de faire en sorte que tout le monde ait cette connaissance, cette conscience de la biodiversité. Juste voir des reportages à la télé, ça ne suffit pas. Les araignées, les pollinisateurs, les guêpes, tous ces trucs-là qui font peur, si on les approche pas, si on va pas les voir dans la réalité, pas quand ils rentrent dans votre maison où vous vous sentez agressé, c'est normal, moi aussi quand il y a un frelon qui rentre chez moi, je suis moyennement rassuré. Mais quand on est dehors, qu'on peut les observer, qu'on les voit en train de faire leurs vraies activités, ils s'occupent pas de vous en général, y compris pour les araignées.
Alors, en général, les arachnophobes, une fois qu'ils se mettent à chasser des araignées dans leur milieu naturel, ils commencent à perdre leur arachnophobie. Et c'est vrai pour l'ensemble des bestioles qui nous entourent. Donc à partir de cette conscience, on peut aller vers l'éthique de la nature, on peut aller vers le don de droit à la nature ou aux animaux ou aux plantes qui y vivent. On peut aller vers des choses comme la biophilie, qui pour Wilson, il y a déjà plus de 30 ans maintenant, était quelque chose de, dans la nature humaine, d'aimer la vie, d'aimer les animaux, les plantes, etc. Cette biophilie, elle est en train de disparaître, par absence de lien avec la nature. Pour l'instant, notre biophilie, elle se limite aux chats et aux chiens. Et encore, tant qu'ils sont petits, souvent. D'accord ? Et donc, pour pouvoir faire émerger cette... même simplement l'idée d'avoir un patrimoine commun, il faut réengager dans la connaissance. Et je pense que c'est la meilleure clé pour agir pour la biodiversité dans l'anthropocène. C'est mieux que d'expliquer aux gens que la nature nous rend des services, qu'elle nous rapporte de l'argent. D'accord ? La connaissance, l'expérience de la nature, c'est ce qui nous donne envie de la protéger. En tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de la plupart des gens qui s'engagent pour la protection de la biodiversité. Ils ne le font pas parce que ça rapporte des choses à qui que ce soit. Donc voilà pour la fin de mon cours. Je voulais juste remercier 2 groupes de personnes. Évidemment, tout l'ensemble des gens qui travaillent avec moi sur le projet collectif et qu'on voit sur la photo de droite, les associatifs, les chercheurs, les techniciens, nos collègues, enfin tout ce groupe qui est vraiment engagé dans cette démarche. Et je voulais aussi remercier l'ensemble de l'équipe de l'école urbaine. Alors, pour avoir permis de faire ce cours aujourd'hui, sans elle, ce cours n'existerait pas. Sans elle non plus, collectif n'existerait pas. Collectif est né des interactions avec l'école urbaine. C'est l'école urbaine qui a permis à Thomas de trouver le financement pour sa thèse et de démarrer. Et je voulais donc remercier toute l'équipe, en particulier ceux qui sont là et qui nous filment aujourd'hui, qui sont de l'autre côté de la caméra, mais aussi bien entendu Michel Lusseau pour avoir monté tout ça et pour l'avoir soutenu. Et j'espère que dans les mois et l'année qui vient, cette école urbaine va nous prouver qu'elle peut continuer à vivre et qu'elle va trouver les ressources autour d'elle pour se régénérer et repartir d'un pied vif et dynamique, et qu'elle va pouvoir continuer à irriguer l'ensemble du monde scientifique et associatif qui travaille sur toutes ces questions absolument urgentes de l'anthropocène urbain. Merci beaucoup.